Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Tech Récap où l'on fait ensemble le tour de tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'univers tech cette semaine. Aujourd'hui, on va parler du premier test de la GeForce RTX 5050, de la RX 9070 XT qui montre enfin tout son potentiel avec la dernière mise à jour des pilotes, de la 9070 GRE qui se rapproche de plus en plus d'une sortie mondiale, des nouvelles infos autour de la RTX 5080 Super et du rejet persistant des GPU 8 Go par les gamers avec des chiffres à l'appui. On évoquera aussi la fin du support des pilotes pour les GTX 700, 900 et 10 séries. On parlera également d'Intel avec l'Arrow Lake Refresh et son créneau de lancement, un remaniement interne, l'arrêt de la vente de sa technologie 18A ainsi qu'un rapprochement avec Nokia, mais aussi de la mémoire nano-céramique de Cerebyte qui promet jusqu'à 100 pétaoctets de stockage par rack et des nouveaux wafers en nitrure de gallium chez Infineon. Du côté software, Microsoft a repoussé en catimini la sortie de Windows 12. L'entreprise envisagerait également de remplacer certains emplois par l'IA. On a aussi le plugin DLSS 4 qui débarque sur Unreal Engine 5.6, de nouveaux jeux qui arrivent sur GeForce Now et une stratégie Xbox Game Pass de plus en plus remise en question. Côté gaming, Helldivers 2 débarque sur Xbox Series, le mouvement Stop Killing Games prend de l'ampleur, Star Citizen continue son développement, le FSR 4 d'AMD arrive sur la PS5 Pro et la Switch 2 ferait face à des soucis de surchauffe, sans oublier les nombreuses sorties de produits de la semaine. Et ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent, alors mettez-vous à l'aise, c'est parti! Avant d'attaquer l'actu, comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger. Votre soutien fait vraiment la différence et permet à l'aventure de continuer. Bon, on commence avec les jeux gratuits de la semaine et c'est encore Epic Games Store qui nous régale avec deux titres très sympas à récupérer gratuitement. Le premier, c'est Backpack Hero, un roguelike de gestion d'inventaire qui a fait pas mal parler de lui. Ce n'est pas un jeu qui vous demandera une configuration de dingue, mais il va mettre vos neurones à rude épreuve. Imaginez un dungeon crawler où la puissance de vos objets dépend de leur placement dans votre sac à dos. C'est super original et ça vous force à expérimenter des stratégies uniques. Avec plus de 800 objets à collecter et des centaines d'ennemis à affronter, il y a de quoi faire. En plus, il y a un mode histoire où vous pouvez reconstruire votre ville natale, Eversack Hill, et la transformer pour attirer de nouveaux habitants. C'est un mélange addictif de puzzle, de stratégie et d'aventure, parfait pour les longues soirées d'été. Le deuxième jeu gratuit de la semaine, c'est Figment. On change complètement d'ambiance avec ce jeu d'action-aventure musicale qui vous plonge dans un univers surréaliste directement inspiré des recoins de l'esprit humain. Si vous aimez les jeux avec une direction artistique forte et une ambiance unique, Figment est fait pour vous. Vous allez explorer l'inconscient humain, combattre des cauchemars et résoudre des énigmes, le tout bercé par une bande-son incroyablement immersive. Le monde est entièrement dessiné à la main, ce qui donne un cachet visuel vraiment distinctif. C'est une expérience narrative profonde, pleine d'humour et de musique, qui vous fera réfléchir tout en vous amusant. Les combats de boss sont particulièrement réussis et demandent autant de muscles que de cervelle. Ces deux jeux sont très bien notés, avec une note de 4,4 sur 5 chacun. Ils ont clairement su charmer leur public. Ils sont disponibles gratuitement jusqu'au 10 juillet, alors ne tardez pas à les ajouter à votre bibliothèque. Continuons notre tour d'horizon avec Game Actu qui a cette semaine réservé pas mal de surprises et de discussions. On commence avec Star Citizen qui a lancé son festival de la Fondation, une période idéale pour les nouveaux venus. Du 2 au 14 juillet, le jeu est en accès gratuit, ce qui vous permet de tester 8 vaisseaux et véhicules différents pour explorer son immense univers. C'est une excellente initiative pour ceux qui hésitaient à se lancer dans ce mastodonte. Le festival coïncide avec la sortie de l'Alpha 4.2, Stormbreaker qui a ajouté de nouvelles missions et des créatures impressionnantes, de quoi bien commencer l'aventure. En plus de l'accès gratuit, un nouveau programme de parrainage a été mis en place, offrant 50 000 AUEC aux nouveaux joueurs utilisant un code de parrainage. Pour ceux qui demandent AUEC, c'est la monnaie virtuelle utilisée dans le jeu Star Citizen. 3 packs de démarrage sont également disponibles à prix réduit jusqu'au 16 juillet. C'est une occasion en or de rejoindre la communauté et de découvrir ce jeu tant attendu, souvent sujet à débat, mais qui continue de grandir.
Passons maintenant à une annonce qui a fait grand bruit. Helldivers 2 débarque sur Xbox Series X et S cet été. Le jeu, qui était jusqu'à présent une exclusivité PlayStation et PC, va enfin rejoindre les rangs de la console verte le 26 août 2025. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les joueurs Xbox qui réclamaient l'arrivée du titre depuis des mois. Johan Pilstead, le directeur créatif d'Arrowhead, l'a confirmé lors d'un live stream, expliquant que l'objectif était d'amener plus d'Helldivers dans le combat pour la démocratie. Les précommandes sont déjà ouvertes, c'est une excellente chose pour l'accessibilité du jeu, d'autant plus que les joueurs Xbox ont besoin de bonnes nouvelles après une semaine très difficile pour Microsoft. Cependant, il ne sera pas directement intégré au Game Pass, ce qui est à noter. C'est une décision audacieuse de la part de PlayStation, éditeur du jeu, mais qui montre une ouverture bienvenue pour toucher un public plus large. Et pendant que certains jeux s'ouvrent à plus de plateformes, d'autres pourraient bientôt disparaître, ce qui nous amène à un sujet plus sérieux. Une campagne citoyenne européenne, le mouvement Stop Killing Game, a franchi une étape majeure en atteignant le million de signatures pour sa pétition. L'objectif est clair, forcer les éditeurs de jeux vidéo à laisser leurs titres jouables même après la fin du support officiel. L'exemple de The Crew d'Ubisoft, rendu injouable après 10 ans de service, est souvent cité. Cette pétition, lancée par Joe Scott de la chaîne YouTube Hackerst Farms, est désormais plus proche d'une audition devant le Parlement européen, ce qui pourrait mener à de nouvelles lois de protection des consommateurs. Bien que le million de signatures ne soit pas encore entièrement validé, le mouvement continue de pousser pour atteindre 140% des signatures requises avant la date limite du 31 juillet. Une pétition similaire au Royaume-Uni a également dépassé les 100 000 signatures, ouvrant la voie à un débat parlementaire. C'est une bataille importante pour la préservation du patrimoine vidéoludique et le droit des consommateurs à la propriété numérique. Mais ce n'est pas la seule ombre au tableau, car l'industrie du jeu vidéo traverse actuellement une période de turbulence, notamment chez Microsoft. L'industrie du jeu vidéo est secouée par de profondes restructurations chez Microsoft, avec des annulations de projets majeurs et des studios fermés. C'est le cas de Perfect Dark, dont le reboot a été annulé, et de son studio The Initiative, qui a été fermé. Rare a également vu son nouveau projet, Everwild, annulé, et plusieurs projets non annoncés ont subi le même sort. Même le studio Turn 10 a vu la moitié de ses effectifs réduits. La nouvelle la plus troublante vient d'un rapport de Bloomberg révélant que Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, avait adoré un jeu inédit de ZeniMax Online en mars avant qu'il ne soit annulé en juillet. Ce jeu, un shooter en ligne à la troisième personne, était très prometteur. Cette décision, malgré l'appréciation de Spencer, semble dictée par des considérations financières. Ces annulations massives, impactant des milliers d'employés, soulèvent des questions sur la stratégie future de Microsoft dans le jeu, montrant qu'aucun projet n'est à l'abri de coupes budgétaires, même les plus prometteurs. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisqu'elles nourrissent aussi des rumeurs persistantes sur l'avenir de Phil Spencer chez Microsoft. Ces licenciements massifs chez Microsoft et l'annulation de jeux majeurs ont donné lieu à des rumeurs persistantes concernant l'avenir de Phil Spencer à la tête de Microsoft Gaming. Des sources de l'industrie, dont The Ghost of Hope, ont rapporté que Spencer prévoirait de prendre sa retraite après le lancement de la prochaine génération de Xbox. Sarah Bond, l'actuelle directrice de Xbox, serait pressentie pour lui succéder. Bien que Microsoft ait nié ces rumeurs, affirmant que Spencer n'allait pas prendre sa retraite de sitôt, la spéculation demeure intense. Phil Spencer, âgé de 57 ans, a passé près de 40 ans chez Microsoft et a été un acteur clé dans le redressement de la marque Xbox, notamment avec le succès du Xbox Game Pass et les acquisitions de Bethesda et Activision Blizzard. Cependant, la croissance du Game Pass a stagné et la stratégie multiplateforme soulève des questions. Son départ après une étape clé comme le lancement d'une nouvelle console n'est pas illogique, mais son timing reste incertain dans ce contexte de turbulence. Dans la lignée des coupes chez Microsoft, un développeur anonyme a lâché une bombe affirmant que Microsoft est en train de tout faire pour remplacer des emplois par des agents IA. Cette déclaration, rapportée par Engadget, intervient alors que des centaines de postes ont été supprimés dans la division gaming, y compris à Halo Studios. Le développeur a exprimé sa colère face aux mémos internes de Phil Spencer, qui vantait l'année la plus rentable de Xbox tout en annonçant les licenciements. Il a également critiqué le fait que Halo Studios travaille désormais avec des studios sous-traitants externes. L'idée que l'intelligence artificielle puisse remplacer des emplois humains dans le développement de jeux est une crainte de longue date, et cette rumeur, si elle est avérée, serait une confirmation inquiétante des investissements massifs de Microsoft dans l'intelligence artificielle. Cette tension interne et le manque de confiance dans la qualité des projets Halo en cours montrent une période très difficile pour la division Xbox.
Ce climat tendu relance également un débat de fond sur la stratégie du Xbox Game Pass et son efficacité à long terme. Ces récentes coupes chez Microsoft ont également ravivé le débat sur la stratégie du Xbox Game Pass. Selon l'analyste Rhys Elliott d'Alinea, Microsoft aurait parié sur le mauvais cheval avec les abonnements. Alors que l'entreprise visait à répliquer le succès de Netflix, la croissance du Game Pass a stagné malgré des investissements massifs dans des acquisitions comme Bethesda et Activision Blizzard. Elliott explique que le marché du jeu vidéo, contrairement à la musique ou la vidéo, ne se prête pas aussi bien aux abonnements multijeux car les joueurs ont un temps limité et préfèrent souvent acheter quelques titres premium. Il souligne que le Game Pass, bien que bénéfique pour les consommateurs, cannibalise les ventes de jeux sur la plateforme Xbox elle-même. La division gaming de Microsoft est en pleine mutation, passant d'un rôle de plateforme console à celui d'éditeur tiers, une transition qui, selon Elliott, pourrait diluer la marque Xbox. La qualité des jeux plutôt que la quantité via l'abonnement est ce qui devrait primer pour le succès à long terme. De l'autre côté du marché, la Switch 2 continue de faire parler d'elle, mais pas toujours pour de bonnes raisons, comme c'est souvent le cas ces derniers temps. Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle avec des rapports d'utilisateurs au Japon qui signalent des problèmes de surchauffe lors de sessions de jeux prolongées, surtout en mode dock. Des titres comme Splatoon ou Pokémon et même des ICA comme Cyberpunk 2077 feraient monter la température de la console, entraînant un fonctionnement à plein régime du ventilateur, des frises et des extinctions inattendues. Certains utilisateurs ont même décrit l'appareil comme trop chaud pour être tenu confortablement en mode portable. Nintendo recommande de déconnecter la console, de la laisser refroidir et de s'assurer que les aérations ne sont pas obstruées, suggérant des réparations si le problème persiste. Malgré cela, la demande pour la Switch 2 reste très élevée et Nintendo continue de faire face à des pénuries d'approvisionnement. Ces soucis de chauffe, si avérés et généralisés, pourraient entacher le lancement autrement réussi de la nouvelle console. En parlant de température, Nvidia GeForce Now fait également monter la température ce mois-ci avec une grosse vague de nouveautés dans son cloud gaming. En juillet, ce sont pas moins de 20 nouveaux titres qui seront ajoutés, dont 6 déjà disponibles dès cette semaine. On retrouve notamment Little Nightmares 2, un jeu d'aventure sombre très apprécié, ainsi que Figment dont je viens de parler et qui est gratuit pour une durée limitée. D'autres titres comme Clicker Heroes, Fabledom, Rogue Genesia ou encore Schedule I sont aussi à découvrir sans attendre. Mais la liste ne s'arrête pas là. Au fil du mois, plusieurs sorties très attendues arrivent, comme Mycopunk le 10 juillet, un jeu original qui sortira aussi sur Steam, ou encore Hunter x Hunter Next Impact, basé sur l'univers du célèbre manga, disponible dès le 15 juillet. Killing Floor 3, un FPS coopératif, débarquera le 24 juillet. La plateforme compte plus de 2000 jeux, parfait pour organiser des marathons gaming, d'autant que la Steam Summer Sale est en cours dans l'application GeForce Now. Et puisqu'on parle de jeux, difficile de passer à côté de cette excellente nouvelle pour les développeurs comme pour les joueurs. Le plugin DLSS 4 de Nvidia est désormais officiellement disponible pour Unreal Engine 5.6. Nvidia facilite ainsi l'intégration de ces technologies d'upscaling et de génération d'images par IA dans les jeux et applications créées avec ce moteur ultra populaire. Ce plugin prend en charge la Multi-Frame Generation, la Frame Generation, la Ray Reconstruction, le Super Resolution et le Deep Learning Anti-Aliasing ou DLAA. Bien sûr, la compatibilité de chaque fonctionnalité dépendra de l'architecture GPU utilisée par le joueur. Pour les développeurs, cela signifie une intégration transparente des dernières avancées du DLSS, y compris les modèles d'IA basés sur les transformers. Le plugin est actuellement compatible avec les versions 5.2 à 5.6 d'Unreal Engine, les versions antérieures n'étant plus officiellement supportées. C'est un pas de plus vers une démocratisation des technologies d'upscaling, offrant aux créateurs des outils puissants pour améliorer les performances visuelles de leur production, et c'est une preuve supplémentaire que l'IA est partout, même au cœur de nos jeux préférés. Dans la même veine, une autre évolution technologique se profile du côté des consoles avec la PS5 Pro et le FSR 4 d'AMD. La PlayStation 5 Pro va recevoir l'intégration complète du FSR 4 d'AMD en 2026. Cette mise à jour, dont nous avons eu les premières infos la semaine dernière, apportera le même moteur d'upscaling que celui disponible sur PC depuis mars, remplaçant l'actuel PSSR sans aucune réduction de fonctionnalité. Cette collaboration entre Sony et AMD, baptisée Project Amethyst, a permis d'accélérer le développement de cet algorithme conjointement développé. Marc Cerny, l'architecte principal de la PS5, a confirmé que la version complète du FSR
DSR 4 sera implémenté sur la console, offrant une amélioration notable de la clarté de l'image sans compromettre les performances. Malheureusement, la PlayStation 5 originale ne sera pas compatible avec cette nouvelle technologie PSSR en raison de l'absence de matériel dédié à l'apprentissage automatique, essentiel pour exécuter l'algorithme mis à jour. Cette amélioration est d'autant plus pertinente que l'optimisation pour la console permettra à la future architecture RDNA 5 ou UDNA d'AMD d'intégrer encore mieux l'upscaling. Passons maintenant à notre section Insolitech où l'on découvre les nouvelles et les faits les plus surprenants du monde de la tech. Commençons par une initiative surprenante. Une suite esport a été inaugurée à bord du porte-avions HMS Prince of Wales de la Royal Navy britannique. Oui, vous avez bien entendu, un porte-avions. Dans le cadre d'un partenariat avec la British Sports Federation, ce navire dispose désormais de 12 PC Alienware Aurora R15 haut de gamme, équipés de cartes Nvidia GeForce RTX 4080 et de processeurs Intel Core i7. L'objectif est d'offrir aux marins un espace pour se détendre et développer leurs compétences numériques pendant leur déploiement, notamment pour les 8 mois à venir dans la région Indo-Pacifique. C'est une manière très moderne pour la Royal Navy d'améliorer le moral de ses troupes et de s'aligner sur les tendances actuelles, le ministère de la Défense britannique ayant reconnu les sports comme un sport militaire officiel l'année dernière, une approche innovante pour le bien-être des militaires. Dans une autre histoire qui défie les attentes, Nintendo semble avoir mis en place un verrouillage propriétaire sur le port USB de sa nouvelle Switch 2, rendant la vie difficile aux fabricants de docks tiers. The Verge a mené des tests qui révèlent que la console utilise des signaux cryptés pour autoriser un dock avant d'envoyer la vidéo ou l'alimentation via le port USB-C. La Switch 2 exige également une tension plus élevée, 20 volts au lieu des 15 volts habituels pour ce contrôle avant de redescendre. Un dock tiers, l'Antank S3 Max, a été trouvé compatible et les tests ont montré un échange de 30 paquets de données non structurées, incluant ce qui semble être une clé de chiffrement. Si ces tests ou communications échouent, le port USB ne fonctionne qu'en mode simple, sans vidéo ni alimentation. Des fabricants d'accessoires ont confirmé que la Switch 2 utilise une puce de chiffrement dédiée pour bloquer les docks non licenciés. JSE, un acteur majeur des docks Steam Deck, a déjà mis ses projets de dock Switch 2 en attente. C'est une stratégie agressive de Nintendo pour contrôler son écosystème mais qui frustre les consommateurs et les fabricants d'accessoires. Enfin, une nouvelle surprenante pour les graphistes et les créateurs de contenu, le bon vieux format d'image PNG vient de recevoir une mise à jour majeure avec la version 3.0 introduisant l'animation native et le support HDR. Après plus de 2 décennies de la version 2.0, le PNG revient en force pour concurrencer le GIF sur les images animées raster et il le fait avec brio. Le plus impressionnant, c'est l'intégration du HDR avec seulement 4 octets supplémentaires de surcharge. Le PNG est déjà reconnu pour sa flexibilité, sa prise en charge de la transparence, le fameux canal alpha, et sa capacité de streaming permettant d'afficher des images de faible qualité qui s'améliorent au fur et à mesure du chargement. Avec l'ajout de l'animation APNG et surtout du HDR, le PNG 3.0 promet une fidélité visuelle inégalée pour le partage d'images sur le web. C'est une évolution significative pour un format que beaucoup d'entre nous tenaient pour acquis, mais qui reste incroyablement pertinent aujourd'hui. Après ces histoires insolites, il est temps de parler matos. Découvrons ensemble les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Commençons avec le fabricant Aby qui nous présente un mini PC assez exceptionnel, l'Aby AI Station équipé de l'APU phare d'AMD, le Ryzen iMax Plus 395, un modèle à 16 cœurs, nom de code Strix Halo. Ce qui distingue ce mini PC, c'est sa solution de refroidissement liquide intégrée avec 2 ventilateurs de 92 mm et un radiateur interne, une rareté pour ce format. Il embarque également 128 Go de mémoire LPDDR5X à 8000 mégatransferts par seconde, soudées mais amplement suffisantes, dont 96 Go peuvent être alloués comme VRAM pour les tâches d'IA. Autre point fort, il intègre une alimentation Flex ATX de 400 watts, certifiée Platinum, éliminant le besoin d'un bloc d'alimentation externe. Avec son puissant UGPU AMD Radeon 8060S et son NPU de 50 TOPS, l'iStation est conçue pour des solutions d'IA locales et peut même se passer de GPU discret d'entrée de gamme. Aby, fort de son expérience en refroidissement liquide et serveur, propose là un produit unique et très prometteur. MSI n'est pas en reste et ouvre les précommandes de sa console de jeux portable, la MSI Clo A8 en Chine. Ce qui est une surprise, c'est qu'il sera l'un des premiers à embarquer l'APU Ryzen Z 2 extrêmes d'AMD, alors que MSI s'était initialement associé à Intel pour le Clo. Le prix officiel est de 6999 RMB, mais une subvention gouvernementale de 15% le ramène à 5949 RMB, soit environ $737 américains, ce qui reste assez conséquent
compétitif, le Claw A8 embarque jusqu'à 24 Go de LPDDR5X8000, un écran 8 pouces Full HD plus à 120 Hz et une batterie de 80 Wh. La grande nouveauté par rapport aux spécifications annoncées précédemment est la prise en charge du Wi-Fi 7, ce qui le met au même niveau que les futurs systèmes Lunar Lake d'Intel, alors qu'Asus et Lenovo préparent également leur propre console portable basée sur Ryzen Z 2 Extreme. MSI prend les devants sur le marché chinois avec ce modèle prometteur. Du côté des cartes mères, MSI prépare également une mise à jour pour ses cartes mères AMD de la série 800, baptisée Max. Ce n'est pas la première fois que MSI utilise ce suffixe, qui par le passé indiquait une puce BIOS plus grande et une compatibilité out of the box avec les nouveaux processeurs. Cette fois-ci, bien que les détails exacts ne soient pas encore clairs, il est possible que ces nouvelles cartes Max, qui incluent des modèles X870E, X870 et B850, soient optimisées et pour prendre en charge des fréquences de mémoire DDR5 encore plus rapides. On retrouve des noms comme la MEG X870E ASMAX et la MPG X870M Edge TI Max Wi-Fi. Compte tenu de la taille du BIOS déjà augmenté sur AM5, l'amélioration pourrait bien être liée à la mémoire. Il faudra attendre des images ou des confirmations officielles pour savoir si ces versions Max présentent des différences physiques ou des fonctionnalités additionnelles par rapport aux modèles originaux. Pendant ce temps, du côté de la mémoire vive, G.Skill continue de repousser les limites de la mémoire avec une démonstration impressionnante de son module DDR5 CAM2. Le fabricant a réussi à faire fonctionner une barrette de 64 Go à une vitesse incroyable de 10 000 mégatransferts par seconde en parfaite stabilité sur une carte mère Asus ROG Maximus Z890 HeroCam 2 modifié, associé à un processeur Intel Core Ultra 7 265K. Le format CAM2 est une révolution en soi, étant 64% plus petit que les SODIMM DDR5 traditionnels, permettant des designs plus fins et un meilleur refroidissement CPU. Mais au-delà de la taille, il offre une bande passante accrue, une consommation d'énergie réduite, une meilleure gestion thermique et des capacités plus importantes, jusqu'à 128 Go par module, tout en restant évolutif par l'utilisateur. Cette démonstration prouve que la mémoire à 10 Go transferts par seconde est désormais une réalité sur les plateformes grand public modernes, même si l'expertise et la disponibilité des composants sont encore limitées. En parallèle, le secteur des cartes graphiques professionnelles voit aussi du mouvement. Sparkle a levé le voile sur ses premières cartes graphiques Arc Pro B60 Battlemage, confirmant le lancement de 3 modèles distincts pour le marché professionnel et l'IA. On retrouvera une version 24 Go avec un système de refroidissement de type blower, un modèle 24 Go à refroidissement passif et une version double GPU de 48 Go également avec un blower. C'est la deuxième fois qu'un fabricant confirme une version double GPU du B60, ce qui est une excellente nouvelle pour les stations de travail et les charges de travail d'inférence d'IA. Contrairement aux cartes gaming multi-GPU, celles-ci ne sont pas conçues pour partager les tâches de rendu, mais plutôt pour offrir une capacité mémoire massive grâce à 2 GPU sur une seule carte partageant une interface PCI Express. Le modèle simple GPU affichera un TBP de 200 watts, tandis que la version double GPU montera à 300 watts. Les modèles B60 sont prévus pour juillet, tandis que les versions B50 devraient arriver plus tard. Et pour terminer, Arctic dévoile sa nouvelle gamme de ventilateurs P Pro Series. Pensés pour le segment haut de gamme, on y retrouve des modèles en 120 mm, les P12 Pro et en 140 mm, les P14 Pro promettent des performances nettement améliorées avec une pression statique et un flux d'air particulièrement élevé, les rendant idéaux pour les radiateurs et les boîtiers. Le secret réside dans une conception révisée des pales, une fabrication automatisée pour des tolérances minimales et un roulement optimisé avec un arbre de rotor étendu. Un nouveau contrôleur moteur intégré réduit le bruit et compense automatiquement les baisses de vitesse. La série P Pro se distingue par une performance accrue et un fonctionnement silencieux. Les P12 Pro, P12 Pro ARGB et P12 Pro PST pack de 5 sont déjà disponibles avec une remise automatique allant jusqu'à 50% sur le webshop d'Arctic, tandis que les autres modèles arriveront dans les prochaines semaines. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec notre rubrique News Tech de la semaine. On commence tranquillement avec une actu côté logiciel, ou plus précisément du côté des systèmes d'exploitation. Microsoft a discrètement mis de côté ses plans pour un Windows 12 et va plutôt introduire sa prochaine mise à jour majeure sous le nom de Windows 11 version 25 H2. Cette mise à jour sera déployée dans la seconde moitié de 2025. D'un point de vue technique, la version 25 H2 s'appuie sur la même plateforme et la même pile de services que l'actuelle 24 H2. Cela signifie que les appareils
appareils exécutant déjà la 24H2 recevront un petit package d'activation et redémarreront, un processus rapide qui ressemblera à une mise à jour mensuelle. Les améliorations futures sont déjà intégrées à la branche 24H2 et seront activées au fur et à mesure de leur maturité. Cette stratégie vise à inciter les utilisateurs de Windows 10, dont le support vient d'être prolongé jusqu'en 2026, à migrer vers Windows 11. Il s'agit d'une approche plus progressive qui semble chercher à éviter les ruptures majeures. On passe du logiciel au silicium avec TSMC qui revoit ses priorités. TSMC aurait décidé de concentrer ses investissements aux États-Unis, reléguant au second plan ses projets au Japon et en Allemagne. Cette stratégie serait motivée par la crainte de droits de douane massifs jusqu'à 100% sur les puces importées de Taïwan dans le cadre d'une politique dite tarif Trump. TSMC, qui prévoit déjà plus de 100 milliards de dollars d'investissement aux USA, suspend ainsi la construction de sa seconde usine au Japon et met en pause ses plans en Allemagne. L'usine en Arizona devient le cœur de ses opérations hors Taïwan avec une montée en puissance vers le 1,4 nanomètre d'ici la fin de la décennie. Des géants comme Nvidia, Apple ou Microsoft réclament des puces fabriquées localement et le site d'Arizona tourne déjà à plein régime. Cette décision s'inscrit dans la volonté américaine de rapatrier la chaîne d'approvisionnement technologique, notamment en IA, avec un soutien croissant de partenaires comme Foxconn ou Quanta. Du côté du stockage de données, une start-up européenne veut révolutionner les centres de données à l'horizon 2030. Terabyte a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour sa mémoire d'archivage en nanocéramique, visant une capacité de plus de 100 pétaoctets par rack d'ici 2030. Sa technologie repose sur des panneaux de verre ultra fins, 100 micromètres, recouvert d'une couche céramique de 10 nanomètres sur laquelle les données sont gravées à l'aide d'un laser femtoseconde. Ces motifs sont ensuite lus par caméra haute résolution. Le système utilise des cartouches similaires à des bandes magnétiques manipulées automatiquement par des bras robotiques. La première phase, jusqu'en 2026, valide un prototype à 1 pétaoctet par rack. Un rafraîchissement technologique prévu pour 2027-2028 doublera le débit, réduira la latence de moitié et fera entrer les racks dans les dizaines de pétaoctets. L'objectif final est d'atteindre plus de 2 gigaoctets par seconde de bande passante et moins de 10 secondes d'accès aux données d'ici 2030. Financièrement, le coût par pétaoctet devrait passer de 7 000 à 8 000 $ à seulement 6 à 8 $ par mois. Terabyte promet aussi une durée de vie de plus de 100 ans contre 7 à 15 ans pour les bandes traditionnelles, avec un coût divisé par 2 au téraoctet. À plus long terme, l'entreprise prévoit d'adopter une gravure au faisceau d'ion hélium pour réduire la taille des bits de 300 nanomètres à 3 nanomètres, ce qui pourrait faire passer la capacité à l'hexaoctet par rack. Terabyte est soutenu par Pure Storage, Western Digital, In-Q-Tel et l'EIC Accelerator. Dans un tout autre domaine des semi-conducteurs, Infineon marque également un tournant technologique. Infineon, le fabricant allemand de semi-conducteurs, a fait une annonce majeure. Sa production de wafers de nitrure de gallium de 300 mm est en bonne voie avec les premiers échantillons clients attendus pour le 4e trimestre 2025. C'est une première dans l'industrie car Infineon est la première entreprise à intégrer avec succès la technologie GaN sur des wafers de cette taille, ce qui permet d'augmenter le rendement des puces de 2,3 fois par rapport au processus conventionnel de 200 mm. Cette annonce est d'autant plus stratégique que TSMC a récemment confirmé son intention de se retirer du marché de la production de GaN d'ici 2 ans, laissant un vide significatif sur le marché. Infineon, grâce à son modèle IDM pour Integrated Device Manufacturer, qui lui confère un contrôle total sur le processus de fabrication, vise la parité des coûts entre les dispositifs silicium et GaN comparables. Le marché du GaN devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2030, porté par des applications cruciales comme les alimentations pour systèmes d'IA, les systèmes de charge automobile et le contrôle moteur industriel. C'est une excellente nouvelle pour Infineon qui se positionne en leader sur ce segment prometteur. Et pendant qu'Infineon innove, Intel, lui, réorganise ses équipes dirigeantes. Dans un remaniement de direction chez Intel, Safroadou Yeboah Amankwa, le Chief Strategy Officer d'Intel, a quitté l'entreprise. Cette nouvelle, révélée par Reuters, laisse planer le doute sur les raisons de ce départ, qu'il soit mutuel ou forcé. Safroadou Yeboah Amankwa était responsable des initiatives de croissance, des partenariats stratégiques et des investissements pour Intel depuis septembre 2020, notamment liés à Intel Capital, la branche d'investissement de l'entreprise qui a été scindée
plus tôt cette année. Son départ pourrait s'inscrire dans le cadre des quelques 21 000 suppressions de postes prévues par Intel cette année. Sachin Katti, le Chief Technology and AI Officer d'Intel, prendra en charge certaines de ses responsabilités. Ce mouvement s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Lip Bhutan, le nouveau PDG d'Intel qui cherche à rendre l'entreprise plus lean, c'est-à-dire plus légère, plus agile et plus efficace, en supprimant les dépenses superflues, en réduisant les effectifs et en se concentrant sur les projets réellement rentables. Une approche qui vise à optimiser la structure de l'entreprise, mais qui soulève aussi des interrogations sur les impacts à long terme de ces remaniements. Et ce n'est pas la seule décision forte du côté d'Intel. En parallèle de ce changement de direction, l'entreprise envisagerait d'abandonner la vente externe de sa technologie de fabrication 18A pour se concentrer sur le processus 14A. C'est Reuters qui rapporte cette information, citant des sources proches du dossier. Cette décision marquerait un changement majeur par rapport à la stratégie de l'ancien PDG Pat Gelsinger, qui avait lourdement investi dans le 18A. Lip Bhutan, le nouveau PDG, cherche à réduire les coûts et à revitaliser le fabricant de puces en difficulté, ayant exprimé des doutes sur la capacité du 18A à attirer de nouveaux clients. Un tel abandon entraînerait des radiations d'actifs importantes, potentiellement des milliards de dollars. Bien qu'une décision finale ne soit pas attendue avant l'automne, Intel honorera ses engagements actuels pour le 18A, notamment la production de puces pour Amazon et Microsoft et ses propres processeurs Panther Lake fin 2025. La stratégie se concentrerait désormais sur le 14A pour mieux concurrencer TSMC et attirer des clients comme Apple et Nvidia. Mais tout n'est pas gelé du côté des partenariats. Une autre actualité vient rééquilibrer le tableau. Intel et Nokia étendent leur collaboration stratégique avec le déploiement des processeurs Intel Xeon 6 à efficient core dans les infrastructures réseau de base de Nokia. Cette initiative vise à optimiser l'efficacité énergétique, la capacité et la scalabilité des charges de travail 5G. Les clients de Nokia pourront bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 60% de la consommation d'énergie, d'une empreinte serveur 60% plus petite et d'une amélioration des performances de 150% par rapport aux serveurs de génération précédente. L'intégration d'Xeon 6, notamment le 6780E et de l'Intel Infrastructure Power Manager ou IPM, permettra une gestion de la puissance en fonction de la charge, réduisant les coûts opérationnels et l'empreinte carbone sans compromettre la stabilité du réseau. Des essais réussis avec des fournisseurs de services cloud confirment l'efficacité de cette solution qui devrait être disponible plus tard cette année avec l'application Nokia Packet Core V25.7. L'innovation ne s'arrête pas aux infrastructures. Intel prévoit aussi un rafraîchissement côté PC. Des rumeurs indiquent qu'Intel prévoit de lancer une version refresh de sa gamme Arrow Lake S dans la seconde moitié de 2025. Ce rafraîchissement n'introduirait pas de révolution architecturale, mais apporterait deux améliorations clés: une légère hausse des fréquences et l'intégration d'un nouveau NPU. Selon les fuites relayées par ZDNet Korea, cette mise à jour viserait notamment à répondre aux exigences de l'écosystème Copilot plus PC de Microsoft. Actuellement, les processeurs Core Ultra 200S à base d'Arrow Lake plafonnent à 13 TOPS de performance IA, bien en dessous des 40 TOPS requis pour la certification Copilot+. L'Arrow Lake Refresh intégrera le NPU 4, le même que celui utilisé sur les puces Lunar Lake, capable de délivrer jusqu'à 48 TOPS, rendant enfin ces CPU compatibles avec les fonctionnalités IA avancées exigées sur les PC nouvelle génération. Côté performance classique, les gains attendus sont modestes. Le refresh profitera de fréquences légèrement plus élevées, suivant la stratégie déjà observée avec Raptor Lake Refresh, sans modifier le nombre de cœurs ni l'architecture principale. Cela pourrait néanmoins permettre un léger gain en gaming, mais sans bouleverser l'ordre établi face au processeur Ryzen 9000X 3D d'AMD. Autre élément important, ce refresh serait le dernier à utiliser le socket LGA 1851 avant le passage à Nova Lake S en 2026 et au socket LGA 1954 comme nous l'avions déjà relayé ici. Cela permettrait à Intel de prolonger d'1 an la durée de vie de sa plateforme actuelle tout en offrant une mise à niveau modeste aux utilisateurs existants. En résumé, Arrow Lake Refresh marque une transition technique. Plus de puissance IA, un sursis pour le socket LGA 1851, mais peu de changements pour les utilisateurs classiques, notamment en matière de jeux ou de bureautique. Bref, Arrow Lake Refresh marque une transition technique. Plus de puissance IA, un sursis pour le socket LGA 1851, mais peu de changements pour les utilisateurs classiques, notamment en matière de jeux ou de bureautique.
Passons maintenant aux cartes graphiques, une catégorie toujours très attendue par notre communauté. Bonne nouvelle pour les gamers sous Linux, la mise à jour 2.7 de DXVK, la couche de traduction Vulkan pour DirectX, améliore significativement la prise en charge des GPU Intel. Les cartes graphiques dédiées Battlemage ainsi que les iGPU Lunar Lake bénéficient désormais par défaut d'une défragmentation mémoire, réduisant la charge sur la VRAM et améliorant la fluidité en jeu, notamment sur des titres gourmands comme ceux basés sur le moteur Unity. Cette version introduit également une refonte du modèle de liaison des descripteurs pour les GPU modernes AMD et Nvidia, réduisant la charge CPU dans les jeux exigeants. D'autres correctifs notables incluent une meilleure compatibilité avec certains jeux comme Lego City Undercover, Astebreed ou Test Drive Unlimited 2. DXVK étant une brique essentielle de Proton, l'impact est immédiat pour les utilisateurs de SteamOS et de consoles portables comme la MSI Claw. Ce patch est donc particulièrement intéressant pour les joueurs disposant d'une configuration AVRAM limitée ou cherchant à maximiser la compatibilité sous Linux. En résumé, DXVK 2.7 renforce l'écosystème Linux pour le gaming et repositionne Intel comme acteur crédible sur ce terrain longtemps dominé par AMD et Nvidia. D'ailleurs, en parlant de rivalité entre AMD et Nvidia, un récent débat fait rage autour des performances de la Radeon RX 9070 XT. Récemment, Hardware Unboxed annonçait une amélioration de 9% des performances de la Radeon RX 9070 XT à 1440p grâce au pilote Adrenaline 25.6.3, dépassant même la RTX 5070 Ti. Mais cette conclusion est désormais remise en question. D'autres chaînes comme Tech Yes City et Testing Games ont mené leurs propres tests comparatifs et constaté peu ou pas de différence sur la majorité des jeux. Alors, d'où vient le gain observé par Hardware Unboxed? Le média clarifie, il s'agit en réalité d'une comparaison entre les données de review initiales et des données actuelles, pas uniquement d'une différence entre pilotes. Autrement dit, des facteurs comme les mises à jour Windows, les correctifs de jeu ou encore Smart Access Memory peuvent expliquer ces écarts. Des jeux comme Spider-Man Remastered ou CS2 ont tout de même montré des hausses notables. Mais la moyenne de 9% semble surestimée. HUB admet que le message aurait dû être Review Data versus Dernier Data, pas juste une comparaison de drivers. Conclusion, oui, il y a du mieux, mais il faut rester prudent dans l'interprétation des chiffres. Et justement, en parlant des cartes Radeon, un autre modèle refait parler de lui du côté du marché asiatique. Il y a 2 ou 3 semaines, on évoquait le lancement de la Radeon RX 9070 GRE à Taïwan. Cette fois, elle débarque aussi à Hong Kong. Cette carte, initialement exclusive à la Chine continentale il y a 2 mois, arrive donc plus rapidement que les précédentes éditions GRE dans d'autres régions. Felton Distribution, un détaillant hongkongais, a annoncé la disponibilité de l'ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 Go OC. Cette version dispose d'un boost clock de 2920 MHz, soit 130 MHz de plus que la version de référence, et intègre 3072 stream processors avec 12 Go de mémoire GDDR6. Elle se positionne entre la RX 9070 XT et la RX 9070, offrant des performances comparables à la GeForce RTX 5070. Bien que les 12 Go de VRAM soient suffisants pour la plupart des titres en 1440p, certains pourraient préférer les options 16 Go pour un setup plus future-proof, comme les RX 9060 XT 16 Go ou les RTX 5060 Ti 16 Go, mais à moins de $500, la RX 9070 GRE pourrait bien s'imposer comme une excellente option pour le milieu de gamme. Du côté de la concurrence, Nvidia tourne une page importante de son histoire en matière de support logiciel. Nvidia a officialisé la fin du support des pilotes pour ses séries GeForce GTX 700, 900 et 10 séries après la branche 580. C'est une nouvelle dont nous avions déjà eu des échos et c'est désormais confirmé par Nvidia via une mise à jour de son calendrier de dépréciation graphique Unix qui s'applique également au système Windows. Les cartes basées sur les architectures Kepler GTX 700, Maxwell GTX 900, Pascal GTX 10 séries et Volta Titan 5 ne recevront plus de nouveaux pilotes ni de correctifs après la version 580. Cela marque la fin d'un support de 8 à 11 ans pour ces cartes, ce qui est assez remarquable dans l'industrie. Cependant, les GeForce GTX 16 basés sur Turing continueront d'être supportés. Cette décision permet à Nvidia de concentrer ses ressources d'ingénierie sur les architectures plus récentes. Bien que la date de lancement de la branche 580 ne soit pas encore fixée, les utilisateurs concernés ont encore quelques mois avant la fin officielle du support, ce qui les incite à planifier une mise à niveau pour bénéficier des dernières optimisations et de la pleine compatibilité.
En parallèle, Nvidia vient de lancer une nouvelle carte, mais dans une relative discrétion. La Nvidia GeForce RTX 5050 est officiellement sortie, mais sans aucune review au lancement, une situation que nous avons déjà rencontrée par le passé, alors que Nvidia avait annoncé une disponibilité pour la seconde moitié de juillet. Des partenaires comme Inno3D ont déjà confirmé que les cartes étaient en rayon dès le 1er juillet. Amazon a même listé la MSI RTX 5050 Shadow de XOC à 279,99 $, soit 30 $ de plus que le prix de détail suggéré de 249 $. Cette carte est basée sur le GPU GB207 avec 2560 cœurs, CUDA et 8 gigaoctets de mémoire GDDR6, ce qui en fait la seule de cette génération à utiliser l'ancienne technologie GDDR6. Inno3D a partagé ses propres chiffres, montrant que la RTX 5050 est légèrement inférieure à la RTX 4060 en jeu, mais supérieure en benchmark synthétique. Un premier test de Quasar Zone a même confirmé qu'elle se situait derrière l'Intel Arc B580 et la RTX 4060, mais devant la RTX 3060. Le fait que Nvidia n'ait pas fourni d'échantillons de review pour ses modèles 8 Go soulève des questions, surtout pour des cartes destinées au marché grand public. Cependant, la Multi-Frame Generation de Nvidia pourrait changer la donne, permettant à la 5050 de dépasser la 4060 Ti dans certains scénarios. On verra si cela est suffisant pour convaincre les acheteurs, vu les critiques des gamers sur l'utilité et l'efficacité du Frame Generation. Et d'ailleurs, cette stratégie de Nvidia autour de ses modèles 8 Go combinée à l'absence de tests indépendants semble avoir un impact direct sur les ventes. Les chiffres de vente publiés par le revendeur allemand Mindfactory révèlent une préférence très nette des gamers pour les cartes graphiques avec 16 gigaoctets de VRAM. Deux modèles illustrent particulièrement cette tendance, la GeForce RTX 5060 Ti et la Radeon RX 9060 XT, dont les versions 16 Go se sont vendues respectivement 16 fois et près de 30 fois plus que leurs équivalents 8 Go. Par exemple, la palette RTX 5060 Ti Infinity 3 16 Go s'est écoulée à plus de 840 exemplaires, malgré un prix supérieur de 40 € à la version 8 Go. Cette dynamique montre que les joueurs sont prêts à investir davantage pour des GPU plus pérennes face à des jeux de plus en plus gourmands en VRAM, notamment avec le Path Tracing, bien que les modèles 8 Go soient souvent réservés aux configurations OEM et que les données ne concernent qu'un seul revendeur, la tendance côté utilisateurs finaux est claire. Le manque de tests pour les modèles 8 Go liés à la politique de communication de Nvidia et AMD n'a sûrement pas aidé ces versions à convaincre. Pendant que les gamers se détournent des GPU limités en VRAM, certains modèles très haut de gamme battent des records impressionnants de performance. Du côté du très haut de gamme, les cartes Asus ROG Astral et Galaxy Hall of Fame RTX 5090 ont pulvérisé des records dans 3D Mark Port Royal dépassant les 47 000 points. Le score moyen officiel pour la RTX 5090 est de 37 726 points, mais en utilisant un refroidissement exotique à l'azote liquide et des modèles de cartes ultra premium, les overclockers Splave et OGS ont ajouté plus de 10 000 points. L'Asus ROG Astral, bien que n'étant pas une ROG Matrix cette génération, est tout aussi exclusive avec des fonctionnalités comme la surveillance de puissance et un accéléromètre. La Galaxy Hall of Fame, quant à elle, est conçue spécifiquement pour les records avec des versions équipées de 2 connecteurs 16 broches et un BIOS XOC supportant jusqu'à 2000 watts. Ce qui est intéressant, c'est que OGS a même réalisé son record avec une RTX 5090D, une version optimisée pour le marché chinois, prouvant que ces cartes ont un potentiel d'overclocking similaire à la 5090 classique, contrairement à la RTX 4090D. Continuons avec la gamme RTX 50 car l'ensemble de la famille Nvidia GeForce RTX 50 commence à apparaître de manière significative dans l'enquête matérielle Steam de juin 2025. Depuis leur première apparition en mai, les cartes de cette génération, à l'exception de la RTX 5050 qui est toute récente, représentent désormais 3,69% des systèmes interrogés. La RTX 5070 mène la danse avec près de 1% de part de marché en forte hausse depuis son lancement, suivi de près par les RTX 5080 et RTX 5070 Ti. Les modèles plus abordables comme les RTX 5060 Ti et RTX 5060 ont également fait leur apparition et même la très haut de gamme RTX 5090 est désormais visible dans l'enquête. Ces chiffres témoignent d'une adoption rapide par les joueurs PC. En revanche, les dernières séries AMD Radeon RX 9000 et Intel Arc B-Series restent absentes des résultats, ce qui souligne la domination continue de Nvidia sur le marché des cartes graphiques, où elle détient constamment plus de 90% de part de marché.
Et pendant que l'adoption progresse, les rumeurs autour des futures cartes Nvidia GeForce RTX 50 Super continuent de s'intensifier. Après avoir déjà évoqué la RTX 5070 Super, le célèbre leaker Copit7Kimi a révélé que Nvidia prévoirait également une RTX 5070 Ti Super et même une RTX 5080 Super. Comme on a évoqué la semaine dernière, la RTX 5070 Ti Super utiliserait le GPU GB203-350 avec 8960 cœurs CUDA, soit le même nombre que la RTX 5070 Ti actuelle. La nouveauté majeure serait l'augmentation de la capacité mémoire à 24 Go de GDDR7 contre 16 Go pour la version non super grâce à l'utilisation de modules GDDR7 de 3 Go. Le TGP augmenterait également à 350 watts, un bond de 50 watts. Quant à la RTX 5080 Super, elle bénéficierait elle aussi de 24 Go de GDDR7, une information déjà évoquée dans de précédentes rumeurs, mais le plus intéressant c'est l'augmentation du TGP à 415 watts, soit une hausse de 15% par rapport à la RTX 5080, tout en conservant le même nombre de cœurs. Ces cartes Super, dont la sortie est plutôt attendue pour le CES 2026, visent à offrir plus de mémoire et une légère hausse de puissance, un peu comme ce que nous avons vu avec les RTX 40 Super. En dehors du gaming, Nvidia continue aussi de jouer un rôle clé dans un autre domaine stratégique. La domination de Nvidia sur le marché de l'IA, longtemps incontestée, est désormais remise en question. OpenAI, le plus grand laboratoire d'IA au monde, a commencé à adopter les TPU, Tensor Processing Unit, de Google pour gérer la charge de travail d'inférence croissante de ChatGPT. C'est un tournant majeur car c'est la première fois qu'OpenAI, qui dépendait jusqu'à présent majoritairement des GPU Nvidia pour l'entraînement et l'inférence de ses modèles, s'appuie sur des puces non Nvidia à une échelle de production aussi grande. L'inférence, qui représente près de la moitié du budget de calcul annuel estimé d'OpenAI, environ 40 milliards de dollars, est un processus continu et coûteux. Les TPU V6e Trillium de Google offrent une solution plus rentable pour l'inférence en continu car ils sont spécifiquement conçus pour un débit élevé et une faible latence. Cette décision reflète également la volonté d'OpenAI de réduire sa dépendance à un seul fournisseur et de diversifier son infrastructure cloud. Pour Google, c'est une validation majeure de ses puces internes qui attire désormais des organisations de premier plan comme Apple et Anthropic, ouvrant la voie à une concurrence accrue dans le secteur de l'IA, ce qui pourrait à terme profiter à tout le monde. Cependant, même les cartes les plus puissantes ne sont pas exemptes de limitations techniques, comme le révèlent certaines études sur les performances en utilisation professionnelle. Une étude de Puget Systems a révélé que les goulets d'étranglement PCI Express peuvent réduire les performances de la Nvidia GeForce RTX 5090 jusqu'à 25% dans les applications de création de contenu. La RTX 5090 est la première carte haut de gamme à adopter le PCI Express 5.0 x 16, offrant une bande passante bidirectionnelle de 64 Go par seconde. Cependant, les tests de Puget Systems ont montré que les configurations fonctionnant en PCIe 5.0 x 16, PCIe 5.0 x 8 ou PCIe 4.0 x 16 offraient des temps de rendu quasi identiques dans DaVinci Resolve. Mais en passant à PCIe 5.0 x 4, PCIe 4.0 x 8 ou PCIe 3.0 x 16, un ralentissement modeste de 10% apparaît. Ce ralentissement atteint environ 25% avec des bandes passantes encore plus réduites comme en PCIe 4.0 x 4 ou PCIe 3.0 x 8. D'autres applications comme After Effects ou Unreal Engine 5.5 ont montré des baisses moindres, tandis que Blender et Octane Bench n'ont pas été affectés. Cela met en lumière une limitation des cartes mères modernes où un seul slot offre la pleine bande passante x 16, ce qui peut pénaliser les professionnels travaillant avec des flux de travail exigeants. Parallèlement, Nvidia ajuste sa stratégie produit pour répondre à des contraintes géopolitiques, notamment avec un renommage d'une de ses cartes. Il y a 2 semaines, une rumeur évoquait que la version révisée pour la Chine porterait le nom de RTX 5090DD, mais apparemment Nvidia a finalement décidé de la renommer RTX 5090DV2, une troisième variante de son GPU phare, conçue pour contourner les nouvelles réglementations américaines en matière d'exportation. Cette nouvelle version, prévue pour août, conservera les 21 000
3760 cœurs CUDA et une consommation de 575 watts de la RTX 5090 classique, mais sa mémoire sera réduite à 24 Go de GDDR7 sur un bus de 384 bits contre 32 Go sur un bus de 512 bits pour les modèles originaux. Pour la plupart des joueurs, cette réduction de VRAM ne devrait pas être perceptible car peu de jeux nécessitent plus de 24 Go. Cependant, ce changement de spécification soulève la question de savoir pourquoi cette carte est toujours étiquetée comme une RTX 5090 et non comme une RTX 5080 Ti, ce qui aurait été plus logique. Le succès de la RTX 5090 DV2 dépendra de son prix sur le marché chinois et de ses performances réelles, notamment la possibilité que Nvidia ait mis en place des mesures logicielles pour empêcher l'utilisation de ces cartes pour des charges de travail d'IA. Toujours sur le plan stratégique, Nvidia aurait aussi décidé de moduler ses volumes de production pour influencer le marché. Malgré les sorties plus récentes des RTX 50 séries, Nvidia prévoit de réduire l'approvisionnement de ses GPU RTX 50 de plus de 30% dans les mois à venir. Cette décision, rapportée par Gazlog via Shipel, vise à limiter les niveaux de stock et à empêcher les prix de chuter en dessous des MSRP. Après des mois de pénurie et de prix gonflés, le marché des RTX 50 a vu une amélioration de la disponibilité et une stabilisation des prix. Cependant, Nvidia, qui a récemment bien rempli le segment de milieu de gamme avec les RTX 5060 et les RTX 5050, semble vouloir restreindre l'offre sur le haut de gamme. Cette réduction de production pourrait être compensée par une augmentation de l'approvisionnement pour le marché chinois, notamment pour la nouvelle RTX 5090 DV2 que nous venons de voir et un nouvel accélérateur IA basé sur Blackwell. Pour les joueurs, cette décision n'est pas réjouissante car elle pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix si la coupe se prolonge. Enfin, du côté industriel, un autre acteur fait de plus en plus parler de lui, la Chine, dont l'ambition en matière de semi-conducteurs ne cesse de croître. Dans le domaine de la fabrication, une tendance majeure se dessine, la Chine est en passe de devenir le leader mondial de la production de semi-conducteurs d'ici 2030. Selon le cabinet d'études Yole Group, le pays devrait représenter 30% de la capacité mondiale de fonderie d'ici la fin de la décennie, contre 21% en 2024, dépassant ainsi Taïwan avec 23%. Cette croissance fulgurante est le fruit d'investissements massifs de Pékin dans la production nationale de puces. L'année dernière, les fonderies chinoises ont traité 8,85 millions de wafers par mois, soit une augmentation d'environ 15% sur un an, et cette production devrait atteindre 10,1 millions de wafers en 2025, grâce notamment à la mise en service de 18 nouvelles usines. Cependant, la Chine fait toujours face à des défis technologiques importants, en particulier les contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis qui limitent son accès aux équipements de lithographie et aux logiciels EDA les plus avancés. Pékin multiplie les efforts pour développer ses propres outils afin de combler ce fossé, se positionnant pour l'heure comme leader dans la production de nœuds matures, un secteur stratégique notamment pour l'industrie automobile. Et voilà, c'est tout pour ce Tech Recap de la semaine. Merci d'avoir suivi. J'espère que ce tour d'horizon de l'actualité tech vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé des sujets de la semaine, quelle actualité vous a le plus marqué. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et ça aide la chaîne à grandir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tech Recap avec, j'en suis sûr, encore plein de surprises et de nouveautés à décortiquer ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Salut!